Alors écoute-moi bien, tu vas léguer tes 50 millions d'euros d'héritage à ma mère, sinon, c'est le divorce. Une femme aussi peu attrayante que toi, personne d'autre que moi n'en voudra, a déclaré mon mari avec emphase, savourant déjà le moment où, avec sa mère, ils allaient tout me prendre. Mais je les ai surpris tous les deux. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci et bonne écoute. Le téléphone sonna au pire moment possible. Valentine était penchée sur ses rapports, vérifiant les derniers chiffres du bilan trimestriel, quand une sonnerie stridente la fit sursauter. Un numéro inconnu de Paris s'afficha sur l'écran. « Madame Valentine Dubois », dit une voix. « Ici Maître Pacomov, notaire. J'ai une information importante pour vous concernant une succession. » Une succession, répéta Valentine, perplexe, en posant son stylo. Pour autant qu'elle sache, aucun de ses proches n'était malade. La dernière fois qu'elle avait vu sa famille, c'était un an auparavant, à l'anniversaire de sa cousine, et tout le monde semblait en parfaite santé. Votre tante, Madame Clara Lemoine, a rédigé un testament en votre faveur. Elle est décédée il y a 3 semaines d'une insuffisance cardiaque aiguë. Tante Clara, Valentine se souvenait à peine de cette parente. C'était la sœur de son père, qui était partie pour Paris dans sa jeunesse, et qui n'apparaissait que très rarement lors des fêtes de famille. La dernière fois qu'elle s'était vue, c'était il y a une 15aine d'années, aux funérailles de son grand-père. Sa tante lui avait semblé être une femme stricte et réservée, qui se tenait à l'écart des autres. Selon le testament, vous héritez d'une somme de 50 millions d'euros, ainsi que d'un appartement de 4 pièces dans le centre de Paris. Quand pourriez-vous venir pour régler les formalités ? Valentine sentit les chiffres de son rapport se brouiller devant ses yeux. 50 millions d'euros. Cela semblait irréel. Elle avait travaillé toute sa vie comme comptable dans une entreprise de construction, Alliance BTP, avec un salaire modeste, rêvant d'économiser pour son propre appartement. Et voilà qu'une telle somme lui tombait du ciel. Vous êtes certain de ne pas vous tromper ? Peut-être s'agit-il d'une autre Valentine ? Non. Les documents sont parfaitement clairs. Madame Valentine Dubois, née en 1985, résidant à Reims. C'est bien vous ? Oui, c'est moi. Le notaire fixa un rendez-vous pour le vendredi suivant. Valentine nota l'adresse, l'heure et la liste des documents nécessaires, mais elle n'arrivait toujours pas à y croire. Une fois la conversation terminée, elle resta longtemps assise, le regard fixé dans le vide. 50 millions d'euros, une somme qu'elle n'aurait jamais pu gagner de toute sa vie. Pourquoi sa tante Clara lui avait-elle laissé une telle fortune à elle, précisément ? Elle avait d'autres neveux et nièces qui entretenaient des relations bien plus proches avec elle. Valentine se souvint de sa dernière rencontre avec sa tante. Une discussion désagréable avait eu lieu entre Clara et ses parents, à propos d'argent. Ses parents avaient demandé une aide financière pour leur fils cadet, qui entrait à l'université, mais sa tante avait refusé. À l'époque, Valentine avait pensé que ses parents avaient raison, qu'une famille devait se soutenir. Mais aujourd'hui, avec le recul, elle comprenait que chacun avait le droit de disposer de son argent comme il l'entendait. La journée de travail passa sans qu'elle s'en rende compte. Valentine rassembla machinalement ses papiers, ferma le coffre-fort et se dirigea vers la sortie. Son esprit était envahi par les pensées des changements à venir. Une telle somme pouvait radicalement transformer sa vie. Elle pourrait acheter son propre logement, voyager, peut-être même lancer sa propre entreprise. À la maison, elle retrouva le confort familier de l'appartement de 3 pièces qu'il louait depuis 5 ans. Olivier n'était pas encore rentré du travail, et Nina, sa belle-mère, préparait le dîner dans la cuisine. Valentine entra dans sa chambre, retira ses chaussures et s'installa dans un fauteuil avec une tasse de thé. Olivier arriva une demi-heure plus tard, fatigué et irrité. Il avait passé la journée à gérer la réclamation d'un client qui avait acheté une voiture avec de légers défauts. Le client exigeait une compensation, et la direction accusait Olivier de négligence. La journée avait été éprouvante. « Comment ça va ?» demanda Olivier en embrassant sa femme sur la joue avant de s'affaler sur le canapé. « J'ai reçu un appel de Paris aujourd'hui. Apparemment, ma tante Clara est décédée et m'a laissé un héritage.
Sérieusement? Et quel genre d'héritage? Valentine lui raconta sa conversation avec le notaire. Olivier écoutait, son visage s'animant peu à peu. Quand elle prononça le montant, ses yeux s'arrondirent. 50 millions? Tu as bien entendu? Oui, il l'a répété 2 fois. Plus un appartement à Paris. Olivier bondit du canapé et serra sa femme dans ses bras. Valentine, tu te rends compte de ce que ça signifie? On va pouvoir acheter notre propre appartement. Non, encore mieux, une maison et une nouvelle voiture. On va pouvoir vivre complètement différemment. Nina, alertée par le bruit, passa la tête depuis la cuisine. Qu'est-ce qui vous rend si joyeux? Olivier, tout excité, raconta la nouvelle à sa mère. Nina écouta en silence, puis hocha la tête. Eh bien, maintenant, il y a de l'argent dans la famille. C'est une bonne chose. Son ton parut étrangement contenu à Valentine. D'habitude, sa belle-mère réagissait de manière exubérante à la moindre nouvelle, mais là, elle accueillait cette immense fortune avec une quasi-indifférence. Le soir, quand Olivier fut sous la douche, Nina s'assit près de sa belle-fille. « Ma petite Valentine, tu es formidable. J'ai toujours su que tu nous porterais bonheur. » Ce compliment était inhabituel. Normalement, sa belle-mère la critiquait pour tout et n'importe quoi, de sa façon de cuisiner la soupe à ses choix vestimentaires. Et soudain, elle devenait douce et affectueuse. Le lendemain, Valentine prit un jour de congé et se rendit à Paris. L'étude du notaire était située dans un quartier prestigieux, non loin des Champs-Élysées. Maître Pacomov se révéla être un homme âgé, élégant et au regard attentif. Votre tante était une femme très singulière. Elle a longtemps travaillé comme traductrice, puis s'est lancée dans l'immobilier, où elle a très bien réussi. Elle n'avait pas d'enfants, ni d'amis proches. Ces dernières années, elle menait une vie plutôt recluse. Le notaire sortit un épais dossier du coffre-fort. Madame Lemoine suivait de très près la vie de ses neveux et nièces. Elle avait tout un dossier avec des impressions de vos photos des réseaux sociaux, des articles sur votre travail dans le journal local. Elle suivait vos succès avec beaucoup d'attention. Ce fut le premier retournement de situation. Valentine n'aurait jamais imaginé que sa tante lui portait un tel intérêt. Elle se souvint que, l'année précédente, le journal local avait parlé d'elle pour avoir découvert des irrégularités majeures dans les comptes d'un sous-traitant. Sa photo était même apparue en première page. Sa tante avait donc vu cela? Pourquoi moi, spécifiquement? Elle a d'autres neveux. Le notaire ouvrit un autre dossier. D'après ce qu'elle a écrit dans son journal intime, vous êtes la seule de la famille à avoir réussi quelque chose par vous-même. Les autres membres de la famille lui ont souvent demandé de l'aide financière, mais vous n'avez jamais rien demandé. Il montra à Valentine des copies de lettres et de courriels. Ses cousins et cousines écrivaient en effet régulièrement à leur tante Clara pour lui demander de l'argent pour diverses raisons. L'un voulait de l'aide pour son prêt immobilier, une autre pour payer les études de ses enfants, un troisième pour investir dans une entreprise. Valentine, elle, ne connaissait même pas l'adresse actuelle de sa tante et n'avait jamais tenté de la contacter. Elle pensait que vous seriez la seule capable de gérer cet héritage judicieusement, sans le gaspiller en futilité. Les formalités prirent plusieurs heures. Valentine signait des documents, écoutait les explications du notaire sur les impôts et les opérations bancaires, mais tout cela lui semblait encore irréel. Il y a une dernière chose que Madame Lemoine m'a demandé de vous remettre. Le notaire lui tendit une enveloppe scellée portant l'inscription, pour Valentine. À n'ouvrir qu'en privé. Valentine glissa l'enveloppe dans son sac, décidant de la lire plus tard, chez elle, au calme. Le soir, elle rentra à Reims, la tête pleine de projets et de doutes. Olivier et Nina l'accueillirent avec des questions impatientes. « Alors, tu as tout réglé? Quand l'argent sera-t-il viré? » D'ici une semaine, une fois toutes les formalités terminées. Olivier se frotta les mains. Parfait. J'ai déjà repéré quelques appartements. Il y a un 4 pièces neuf, déjà fini. Un peu cher, par contre. Attends, Olivier,
Réfléchissons d'abord. C'est une somme très importante. Qu'y a-t-il à réfléchir? Un appartement, une voiture. Peut-être une maison de campagne? On aura assez pour tout. Nina opina. Olivier a raison. Il faut s'installer. On a passé notre vie à louer chez les autres. Valentine remarqua avec quelle aisance il disait « nous » et « il faut ». Comme si l'héritage était déjà devenu un bien familial commun. Pourtant, légalement, tous les documents étaient à son seul nom. Le soir, une fois tout le monde occupé, Valentine sortit la lettre de sa tante. L'écriture était nette, un peu surannée. « Chère Valentine, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je veux t'expliquer pourquoi c'est à toi que revient mon héritage. Il y a de nombreuses années, tes parents sont venus me voir pour me demander de l'aide. Ils m'ont dit que l'argent était pour tes études. Que tu allais intégrer une grande école. Je leur ai donné une somme importante, mais j'ai appris plus tard qu'ils avaient dépensé cet argent pour leurs autres enfants, tandis que toi, tu as dû t'inscrire dans une école locale, moins prestigieuse. C'est là que j'ai compris qui ils étaient vraiment. » Ce fut le deuxième retournement de situation. Valentine ignorait tout de cette histoire. Elle avait en effet rêvé d'étudier à Paris, mais ses parents lui avaient dit qu'ils n'en avaient pas les moyens. Elle avait donc fini par faire des études de comptabilité à Reims, alors qu'elle voulait devenir économiste. « Je vous ai tous observés pendant longtemps. Tes frères et sœurs me demandaient sans cesse de l'argent, mais aucun ne s'est jamais soucié de ma vie ou de ma santé. Toi, tu n'as jamais rien demandé, bien que tu aies vécu plus modestement que tous les autres. Tu t'es frayé ton propre chemin, tu as travaillé, tu as étudié. C'est pour cela que je te respecte. » Valentine essuya une larme. Ses parents l'avaient donc trahi. Elle aurait pu avoir une meilleure éducation s'il n'avait pas détourné l'argent de sa tante. Gère cet héritage comme tu le jugeras bon. Mais souviens-toi, l'argent révèle le vrai visage des gens. Sois prudente. Ta tante Clara. Le lendemain, Valentine alla travailler comme d'habitude, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Ses collègues remarquèrent sa distraction. « Valentine, tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui, » lui dit Sophie, l'économiste en chef de l'entreprise et sa seule véritable amie au travail. « Je suis juste fatiguée. » Valentine n'osait pas parler de l'héritage. Son intuition lui disait qu'il valait mieux garder cette information secrète pour le moment. À la maison, l'ambiance avait également changé. Olivier et Nina étaient devenus excessivement prévenants. Pour la première fois en 5 ans de mariage, sa belle-mère ne critiqua pas le dîner préparé par Valentine, mais loua au contraire ses talents culinaires. Olivier lui apporta des fleurs sans raison apparente et proposa d'aller au restaurant. « On a quelque chose à fêter, maintenant. » Pendant le dîner, ils discutèrent de leur projet. Olivier développa sa théorie sur la meilleure façon d'investir l'argent. L'immobilier, c'est le plus sûr. On achètera un appartement, c'est certain, et le reste, on peut le répartir entre des comptes épargne et quelques investissements. Le reste, s'étonna Valentine. Après l'achat de l'appartement, il restera encore beaucoup d'argent. Eh bien, il faudra une nouvelle voiture, une maison de campagne. Et le reste, on le fera fructifier. Nina acquiesçait aux propos de son fils, ajoutant de temps en temps ses propres suggestions. Il serait aussi judicieux de mettre de l'argent de côté pour nos vieux jours. Je vais bientôt prendre ma retraite, et les pensions sont misérables. Valentine écoutait leurs plans et comprenait peu à peu que son mari et sa belle-mère s'étaient déjà mentalement partagé l'héritage. Il semblait aller de soi qu'elle n'en était que la propriétaire officielle, et que les décisions seraient prises à 3, en famille. 3 jours plus tard, le troisième retournement de situation se produisit. Valentine rentra plus tôt du travail et surprit une conversation entre Olivier et sa mère dans la cuisine. L'important, c'est qu'elle ne se braque pas tout de suite. Il faut y aller doucement, avec tact. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je la connais bien, après toutes ces années. Valentine est une fille docile, pas du genre à faire des scènes. Elle se laissera convaincre. Et si elle ne cède pas? Alors on changera de méthode.
Tu es son mari, après tout. En cas de divorce, tu as droit à la moitié. Valentine se figea devant la porte. Ils discutaient déjà des moyens de la forcer. Toute cette sollicitude et cette attention des derniers jours n'étaient qu'une comédie. Maman, je ne veux pas divorcer de Valentine. C'est une bonne épouse. Il n'y aura pas besoin de divorcer, si elle se montre raisonnable. Il faut juste qu'elle sache qu'elle n'a pas le choix. L'argent doit profiter à toute la famille, pas seulement à elle. Tu penses que ça marchera? Bien sûr. Les gens comme elle choisissent toujours la tranquillité plutôt que les principes. Et puis, où irait-elle? À 38 ans, avec son physique, elle ne retrouvera pas de mari. Valentine se glissa silencieusement dans la chambre et ferma la porte. Son cœur battait à tout rompre, et une colère sourde pulsait à ses tempes. Ils avaient donc déjà tout décidé pour elle, sans même songer à lui demander son avis. La dernière remarque de sa belle-mère l'avait particulièrement blessée. Valentine savait qu'elle n'était pas une beauté, juste une femme ordinaire, un peu ronde, habillée simplement. Mais cela leur donnait-il le droit de la considérer comme une personne sans volonté propre? Le soir, Olivier vint la voir avec un air contrit. « Écoute, j'ai réfléchi. J'ai peut-être été un peu rapide avec mes projets d'appartement. C'est ton héritage, après tout. C'est à toi de décider. » Quel jeu d'acteur! Comme s'il n'avait pas, une demi-heure plus tôt, discuté avec sa mère de la meilleure façon de la contraindre. « Merci de comprendre, » répondit calmement Valentine. Sa réaction l'encouragea. « Mais tu comprends, nous sommes une famille. Il serait logique d'utiliser cet argent pour nos besoins communs. L'appartement, la voiture, nous en avons tous besoin. » Bien sûr, tu as raison. Je vais y réfléchir. Super. Je savais que tu comprendrais. Olivier partit, satisfait, tandis que Valentine commençait à élaborer ses propres plans. S'il la croyait faible et docile, tant mieux. Cela lui donnerait le temps de se préparer. Le lendemain, elle se rendit à la banque et ouvrit un compte personnel sur lequel elle vira les fonds de l'héritage. Ensuite, elle consulta un avocat pour savoir comment protéger ses biens personnels au sein du mariage. L'avocat lui expliqua qu'un héritage était considéré comme un bien propre et n'était pas sujet au partage en cas de divorce, à moins qu'elle ne décide elle-même de l'intégrer au patrimoine commun. Valentine comprit qu'il n'était pas trop tard. L'argent n'appartenait légalement qu'à elle, et personne ne pouvait la forcer à en disposer. Mais pour cela, il fallait être prête à affronter le conflit. À la maison, Olivier et sa belle-mère continuaient leur comédie. Nina préparait les plats préférés de Valentine. Olivier lui offrait de petits cadeaux et parlait sans cesse de leur avenir commun. Mais désormais, Valentine décelait la fausseté dans chaque geste, le calcul dans chaque mot. La réaction de sa belle-mère lorsqu'elle apprit que l'argent était arrivé sur son compte fut particulièrement révélatrice. « C'est merveilleux. On va pouvoir commencer à planifier concrètement les achats. J'ai repéré quelques appartements. Tu veux jeter un œil? » Bien sûr, promit Valentine. Mais au lieu de regarder des annonces, elle prit rendez-vous avec un psychologue familial. Elle avait besoin de mettre de l'ordre dans ses sentiments et de savoir comment agir. La psychologue écouta son histoire et lui posa une question simple. « Et vous, qu'auriez-vous fait de cet argent si vous étiez seule ?» Valentine réfléchit. Elle aurait acheté un petit appartement, placé une partie de l'argent, en aurait utilisé une autre pour reprendre des études, car elle rêvait depuis longtemps d'un second diplôme. Elle aurait peut-être voyagé, et aidé quelques associations caritatives. Qu'est-ce qui vous en empêche maintenant? Mais je suis mariée. Je dois penser à ma famille. Votre famille devrait penser à vos intérêts autant que vous pensez aux siens. L'équilibre est-il rompu? Cette question força Valentine à admettre, en toute honnêteté, que l'équilibre avait été rompu dès le début de leur mariage. Elle s'était toujours pliée au désir de son mari et de sa belle-mère, et ils avaient fini par trouver cela normal. En rentrant de sa consultation, Valentine sentit que quelque chose avait changé en elle. L'argent de sa tante Clara n'était plus seulement une richesse inattendue, mais une chance de transformer radicalement sa vie. Mais pour cela,
Elle devait trouver le courage de résister à la pression de ses proches. Et cette pression s'intensifiait de jour en jour. Olivier lui apporta un dossier avec des propositions d'appartements. Nina dressa une liste détaillée des achats nécessaires. Tous deux s'étaient activement lancés dans la planification du budget familial. Valentine savait qu'ils allaient bientôt se lasser de jouer la carte de la délicatesse et passer à des méthodes de persuasion plus directes. Il était temps de se préparer à une conversation sérieuse. Le lundi matin, Valentine se réveilla avec un plan d'action clair. Si Olivier et Nina avaient décidé de jouer la comédie de la famille parfaite, elle allait leur donner une leçon d'art dramatique. Qu'ils croient que leur stratégie fonctionnait, jusqu'à ce qu'elle soit prête pour une confrontation ouverte. Au petit déjeuner, sa belle-mère discutait, comme si de rien n'était, de l'aménagement de leur futur appartement. « Ma chérie, j'ai pensé aux meubles. Les miens sont vraiment vieux, il faudrait les changer. Et dans le nouvel appartement, il y aura plus de place. On pourrait installer un bel ensemble. » Bien sûr, Nina, nous choisirons ensemble. Olivier hocha la tête d'un air approbateur, convaincu que sa femme avait finalement accepté leur plan. Et j'ai aussi pensé qu'on pourrait acheter 2 voitures tout de suite. Une pour mon travail, et une pour toi, pour te déplacer en ville. Ce serait pratique. C'est une bonne idée. Mais ne nous précipitons pas. Une telle somme exige des décisions mûrement réfléchies. Valentine marquait volontairement des pauses, feignant la réflexion, pour leur donner l'impression qu'elle pesait le pour et le contre. En réalité, chaque jour la confortait dans sa décision de ne pas leur donner un centime. Au travail, une réunion avec son directeur l'attendait. Monsieur Lefebvre avait toujours eu beaucoup de respect pour Valentine. Elle était l'une des employées les plus précieuses de l'entreprise, ne commettant jamais d'erreurs dans ses rapports et ayant plusieurs fois décelé des fraudes chez des fournisseurs. « Madame Dubois, j'ai une proposition à vous faire. Nous prévoyons d'ouvrir une succursale à Tours, et nous avons besoin d'un chef comptable expérimenté. Le salaire est 1,5 fois supérieur, avec une voiture de fonction et un bureau individuel. Qu'en pensez-vous ? » Un mois plus tôt, Valentine aurait sérieusement envisagé une telle offre, une promotion, un déménagement dans une plus grande ville, de nouvelles perspectives. Mais maintenant, avec 50 millions d'euros en poche, l'attrait d'une évolution de carrière s'était estompé. Merci pour votre confiance, monsieur Lefebvre. Laissez-moi un peu de temps pour y réfléchir. Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Nous aimerions lancer la succursale avant la fin de l'année. Valentine acquiesça, sachant qu'elle aurait bientôt de nombreuses décisions importantes à prendre concernant son avenir. Et cette proposition de poste à Tours pourrait être une excellente solution de repli si sa relation avec son mari se détériorait définitivement. Le soir, une surprise l'attendait à la maison. Olivier avait invité son ami Maxime, qui travaillait dans une agence immobilière. Un gâteau acheté dans une pâtisserie de luxe trônait sur la table. « Je te présente Maxime. Il va nous aider à choisir un appartement. » Maxime était un homme sociable d'une 40aine d'années, qui prit immédiatement les choses en main. « Olivier m'a parlé de votre situation. Je peux vous proposer plusieurs excellentes options. Il y a un 4 pièces dans une nouvelle résidence, les collines de Reims. C'est un quartier très prometteur. 480 000 euros. Mais il les vaut. » Il sortit sa tablette et commença à montrer des photos. L'appartement était en effet séduisant, des pièces spacieuses, un agencement moderne, une belle vue. Et voici une option plus chère, un 5 pièces dans une résidence de standing. 720 000 euros, mais pour 120 mètres carrés et une place de parking privé. Nina poussait des exclamations admiratives en regardant les photos. « Olivier, regarde comme c'est beau. La cuisine est immense, et le salon est si spacieux. On va enfin pouvoir vivre confortablement. » Valentine examinait les offres en silence, feignant de les considérer sérieusement. En réalité, elle calculait mentalement combien d'argent son mari et sa belle-mère avaient déjà dépensé dans leur tête. La somme était considérable, appartements, voitures, meubles, rénovation. Ils prévoyaient d'utiliser au moins la moitié de l'héritage, sinon plus. « Madame Dubois,
Qu'en pensez-vous ? Demanda Maxime. Les options sont intéressantes, mais j'aimerais en voir d'autres. Bien sûr, j'ai d'autres propositions. Demain, si vous le souhaitez, je peux vous faire visiter des biens réels, pas seulement des photos. Après le départ de l'agent immobilier, Olivier était d'excellente humeur. Tu vois, tout s'arrange parfaitement. Maxime est un professionnel, il nous aidera à trouver la meilleure affaire. Et on signera les papiers rapidement. Il connaît de bons avocats. Valentine hocha la tête, mais sentit une tension monter en elle. Olivier précipitait les choses. Il voulait transformer son argent en bien immobilier le plus vite possible, craignant peut-être qu'elle ne change d'avis. Le lendemain, le premier véritable tournant se produisit. Valentine décida de vérifier ses soupçons et se rendit au café situé près de la concession automobile où travaillait Olivier. Elle voulait lui faire une surprise et l'inviter à déjeuner, mais il n'était pas à son poste. Il est parti il y a environ 2 heures, il a dit qu'il avait un rendez-vous important, expliqua un collègue. Valentine remercia et sortit, se demandant où son mari avait bien pu aller. Elle trouva la réponse par hasard. En passant devant un cabinet d'avocats, jurisconseil, elle aperçut une silhouette familière à travers la fenêtre. Olivier était assis à une table, face à un homme âgé en costume, et prenait activement des notes. Valentine entra rapidement dans le magasin voisin et observa la scène depuis la vitrine. La rencontre dura encore une demi-heure. Quand Olivier sortit, il avait l'air satisfait. Il sifflotait même un air en se dirigeant vers sa voiture. Une fois son mari parti, Valentine entra dans le cabinet. L'homme était toujours là. Une plaque sur son bureau indiquait « Maître Simon Leblanc, avocat ». Bonjour. J'aimerais une consultation en droit de la famille. Bien sûr, asseyez-vous. Quel est le problème ? Je m'intéresse au partage des biens en cas de divorce, en particulier concernant un héritage reçu par l'un des conjoints. L'avocat lui expliqua en détail les subtilités juridiques. Selon lui, un héritage restait un bien propre, sauf s'il était investi dans un bien commun. Il existait cependant des moyens de contester cela devant un tribunal, notamment si le conjoint pouvait prouver qu'il avait contribué financièrement à l'acquisition, à l'entretien ou à l'amélioration du bien hérité. Et si, par exemple, on achète un appartement avec l'argent de l'héritage, mais en le déclarant comme propriété commune, demanda Valentine. Dans ce cas, l'appartement serait considéré comme un bien acquis pendant le mariage et serait partagé à parts égales. En sortant du cabinet, Valentine comprit enfin la stratégie de son mari. Il ne consultait pas un avocat par simple curiosité, mais pour élaborer un plan concret. D'abord, la convaincre d'acheter un appartement en commun, puis, en cas de divorce, réclamer la moitié. Un schéma simple et efficace. Le soir, Olivier rentra de très bonne humeur et aborda immédiatement le sujet des visites d'appartements. Maxime a appelé. Il dit qu'on peut visiter le 4 pièces demain. Tu pourras quitter le travail un peu plus tôt ? Bien sûr. Où as-tu déjeuné aujourd'hui ? Je suis passé à la concession, mais tu n'étais pas là. Olivier parut décontenancé un instant, mais se reprit vite. Ah, oui, j'étais avec un client, je lui montrai une voiture. Il ne l'a pas achetée, malheureusement. Valentine fit semblant de le croire, mais nota intérieurement avec quelle facilité il lui avait menti. Il avait donc déjà pu la tromper par le passé, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Le lendemain, ils allèrent visiter l'appartement. Maxime les attendait devant l'immeuble. Ils montèrent au 7e étage. L'appartement était encore mieux qu'en photo, lumineux, spacieux, avec des finitions de qualité. Les propriétaires sont pressés de vendre, ils sont donc prêts à négocier le prix. Au lieu de 480 000 €, on peut l'avoir pour 450 000, annonça l'agent. Nina parcourait les pièces avec enthousiasme, y disposant déjà mentalement ses meubles. Ici, ce sera ma chambre, et là, le salon. Olivier, regarde cette grande cuisine. On pourra y mettre un grand frigo. Valentine écoutait les projets de sa belle-mère, de plus en plus convaincue de la justesse de ses soupçons. Nina parlait comme si l'appartement leur appartenait déjà à tous.
Qu'en pensez-vous ? Demanda Maxime. Je peux contacter les propriétaires dès aujourd'hui pour lancer la procédure. On va encore réfléchir un peu, répondit Valentine. Olivier la regarda, surpris. Mais à quoi faut-il réfléchir ? L'appartement est superbe, le prix est correct. Qu'est-ce qu'on attend ? Olivier a raison, renchérit sa mère. Les bonnes occasions ne restent pas longtemps sur le marché. Valentine sentit la pression monter, mais continua de feindre l'hésitation. Je comprends votre impatience, mais c'est une décision très importante. Donnez-moi encore quelques jours. Maxime haussa les épaules. Comme vous voulez, mais je vous préviens, un autre acheteur est intéressé. Sur le chemin du retour, Olivier était visiblement agacé. Valentine, pourquoi tu traînes ? On a l'argent, l'appartement nous plaît, le prix est bon. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Je veux juste prendre le temps de bien réfléchir. Mais il n'y a rien à réfléchir. On a dit que l'appartement était la priorité. Nina restait silencieuse, mais Valentine voyait son visage mécontent dans le rétroviseur. La belle-mère ne s'attendait clairement pas à ce que sa belle-fille résiste à leur plan. À la maison, l'atmosphère devint nettement plus tendue. Olivier et sa mère chuchotaient souvent dans la cuisine, changeant brusquement de sujet dès que Valentine apparaissait. Elle savait que leur patience avait des limites et qu'ils allaient bientôt passer à des méthodes plus agressives. Pendant ce temps, Valentine poursuivait ses propres préparatifs. Elle rencontra un autre avocat pour obtenir un avis indépendant. Elle ouvrit un second compte en banque dans une autre ville et commença à étudier les possibilités d'investissement. Si elle devait vivre seule, il lui faudrait s'assurer un revenu stable. Une semaine plus tard, un deuxième tournant se produisit. En rentrant du travail, Valentine trouva deux femmes inconnues à la maison. Nina était assise avec elle à table, en pleine conversation animée. « Ah, voilà notre Valentine. Je te présente mes amies, Lydie et Hélène. Elles sont venues me féliciter pour votre bonheur. » Les femmes avaient à peu près le même âge que sa belle-mère, étaient bien habillées et semblaient être ce qu'on appelle des « retraitées actives ». « Nous sommes si heureuses pour vous », gazouilla Lydie. « Nina nous a parlé de l'héritage. » « Quelle chance !»« Oui, nous avons beaucoup de chance », répondit prudemment Valentine. « Et nous disions justement à Nina qu'il faut gérer une telle fortune intelligemment, » intervint Hélène. « Une de mes voisines a aussi hérité. Elle a tout donné à son mari, et il a tout perdu au jeu. »« Vous ne dites pas » s'exclama Valentine, comprenant où la conversation voulait en venir. « Ma nièce, elle, a été plus maligne, » poursuivit Lydie. Dès qu'elle a reçu son héritage, elle l'a mis au nom de la famille. Ils ont acheté un appartement, une voiture, et ont inscrit les enfants dans de bonnes écoles. Maintenant, tout le monde est heureux. Hélène hocha vigoureusement la tête. Exactement. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Et l'argent doit profiter à tous, pas à une seule personne. Valentine assistait à ce spectacle et admirait l'ingéniosité de sa belle-mère. Nina avait délibérément invité ses amies pour qu'elle lui raconte, l'air de rien, des histoires édifiantes sur la bonne manière de gérer un héritage. Une manœuvre psychologique très subtile. « Et vous, vous avez déjà des projets ?» demanda Lydie. « Pour l'instant, nous explorons les options. »« bien sûr, mais ne tardez pas. L'argent ne doit pas dormir. » Après le départ des invités, Nina sourit, satisfaite. Ce sont de braves femmes, elles ont beaucoup d'expérience. On peut leur faire confiance. Valentine acquiesça, mais se dit que la stratégie de sa belle-mère devenait de plus en plus sophistiquée. Après les allusions et les persuasions, venait maintenant le poids de l'opinion publique. Quelle serait la prochaine étape ? La réponse arriva quelques jours plus tard. Valentine remarqua que les voisins la regardaient étrangement. Madame Jeanne, de l'appartement d'à côté, avec qui elle échangeait toujours un bonjour, détournait maintenant le regard. Monsieur Paul, du premier étage, d'habitude si aimable et bavard, se contentait d'un signe de tête sec. Elle comprit par hasard.
En rentrant tard du travail, elle entendit des voix de voisines sur le palier. Elle a pris la grosse tête, depuis cet héritage. Nina racontait qu'elle ne veut rien donner, ni à son mari, ni à sa mère. C'est pas vrai. Et dire qu'ils l'ont nourrie et logée pendant des années. Exactement. Et maintenant qu'elle a de l'argent, elle se prend pour une autre. Elle dit que c'est son héritage et que ça ne regarde personne d'autre. Ah, l'argent change les gens. Elle avait l'air si simple, pourtant. Valentine s'immobilisa dans les escaliers, prenant conscience de l'ampleur de la campagne menée par sa belle-mère. Nina ne s'était pas contentée d'inviter ses amis pour une leçon de morale, elle avait lancé une véritable guerre de l'information, montant tout l'immeuble contre elle. Les voisines parties, Valentine monta chez elle. Dans l'entrée, elle croisa sa belle-mère qui sortait les poubelles. « Ah, Valentine, tu es rentrée? Comment s'est passée ta journée? » « Bien. Et vous, qu'avez-vous fait aujourd'hui? » « Oh, rien de spécial, le ménage. J'ai un peu bavardé avec les voisines. » Nina dit cela avec un air innocent, mais une lueur malicieuse brillait dans ses yeux. Elle était manifestement fière de son stratagème. Valentine comprit que le jeu avait changé de niveau. Sa belle-mère ne se contentait plus de la pression familiale, elle mobilisait l'entourage social. Bientôt, tout le quartier la considérait comme une égoïste avare qui refusait de partager avec sa famille. Le lendemain, une mauvaise surprise l'attendait au travail. Sophie entra dans son bureau, l'air préoccupé. « Valentine, j'ai une question délicate à te poser. Ton mari a appelé. Il a demandé comment tu te comportais au travail. » « Comment ça, mon comportement? » Il a dit que tu étais devenue nerveuse et distraite ces derniers temps. Il voulait savoir si cela affectait la qualité de ton travail. Valentine sentit un froid l'envahir. Olivier était donc allé jusqu'à son lieu de travail, tentant de faire croire que cette grosse somme d'argent lui avait fait perdre la tête. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que je ne remarquais aucun problème. Que tu étais toujours aussi consciencieuse. Merci. Il a dit autre chose? Il a demandé de le prévenir si nous remarquions quoi que ce soit d'étrange dans ton comportement. Soi-disant, il s'inquiète pour ta santé mentale. Valentine remercia son ami et se remit au travail, mais la concentration était difficile. Olivier préparait le terrain pour la faire passer pour instable. Peut-être prévoyait-il de la faire déclarer incapable afin de prendre le contrôle de son argent. Le soir, elle essaya d'obtenir des explications de son mari. « Olivier, pourquoi as-tu appelé Sophie? »« Ah, ça. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Tu es si tendue ces derniers temps. J'ai pensé que c'était peut-être le stress lié à cet argent. » « Je vais très bien. » Bien sûr, mais un peu de prévention ne fait pas de mal. Tu devrais peut-être voir un médecin, ou prendre des vacances? Valentine voyait bien qu'il tâtait le terrain. Si elle acceptait de voir un médecin, il essaierait de le convaincre de son déséquilibre. Si elle prenait des vacances, cela lui donnerait plus de temps pour exercer sa pression psychologique. Je n'ai besoin ni de médecin, ni de vacances. Je me sens parfaitement bien. Olivier haussa les épaules, mais Valentine perçut le mécontentement dans son regard. Son plan avait échoué, il lui faudrait trouver autre chose. Le troisième tournant majeur eut lieu le week-end. Valentine décida de rendre visite à ses parents, qui habitaient un quartier voisin. Elle ne les avait pas vus depuis longtemps et voulait leur parler de l'héritage, leur demander conseil. Peut-être la soutiendrait-il dans son conflit avec son mari et sa belle-mère. Mais la conversation prit d'emblée une tournure inattendue. Son père l'accueillit avec méfiance, et sa mère se montra ouvertement froide. « Alors, tu viens te vanter de ta nouvelle richesse » lança sa mère d'un ton acerbe. « Maman, de quoi parles-tu? Je voulais juste vous donner des nouvelles. » « Quelles nouvelles? Que tu as oublié ta propre famille pour l'argent de ta tante Clara? » Valentine était abasourdie. Comment ses parents étaient-ils au courant, et pourquoi cette réaction si agressive? « C'est Nina qui a appelé » expliqua son père.
Elle nous a raconté comment tu avais changé depuis que tu as reçu cet argent. Elle a dit que tu refusais même d'aider ton mari. Ce n'est pas vrai. Je n'abandonne personne, je veux juste décider moi-même comment utiliser cet héritage. Toi-même, hein, ricana sa mère. Et nous, on est qui pour toi? Quand tu étais petite, on t'a tout donné, et maintenant que tu es riche, tu oublies ta famille. Valentine comprit que sa belle-mère avait également contacté ses parents. Nina avait présenté la situation de manière à la faire passer pour une égoïste ingrate qui refusait d'aider ses proches. Maman, papa, écoutez, ce n'est pas une question d'avarice. C'est juste qu'Olivier et sa mère veulent disposer entièrement de mon argent, sans même me consulter. Et qu'y a-t-il à consulter? Rétorqua son père. Une famille, c'est un tout. Un mari a le droit d'attendre le soutien de sa femme, mais pas d'exiger tout son argent. Qui parle de tout? Nina nous a expliqué. Ils veulent juste acheter un appartement et une voiture. Des dépenses raisonnables pour une famille. Valentine tenta d'expliquer la situation à ses parents, mais ils ne voulaient rien entendre. Pour eux, elle était une fille ingrate que l'argent avait rendue arrogante. Nina avait fait un excellent travail de manipulation de l'opinion. Tu sais quoi, ma fille, lui dit sa mère avant son départ. Si tu ne changes pas d'avis, tu n'as plus besoin de venir ici. Il n'y a pas de place pour les avares dans notre maison. En rentrant, Valentine réalisa pleinement dans quel piège elle était tombée. Sa belle-mère montait méthodiquement tout le monde contre elle, les voisins, les collègues, et même ses propres parents. Bientôt, elle n'aurait plus aucun allié, et la pression deviendrait insupportable. Mais la plus mauvaise surprise l'attendait chez elle. Un homme d'une 50aine d'années, qu'elle ne connaissait pas, était assis dans le salon et discutait vivement avec Olivier et Nina. En voyant Valentine, la conversation cessa. « Ah, voilà notre héroïne », s'exclama l'inconnu en se levant. « Boris Faure, psychologue familial. Vos proches m'ont consulté. » Valentine lança un regard perplexe à son mari. « Ma chérie, nous nous inquiétons pour toi, » dit doucement Nina. « Tu es devenue si nerveuse depuis que tu as reçu cet argent. Monsieur Faure est un spécialiste des situations de stress. Vous comprenez, une grosse somme d'argent représente un choc psychologique important, expliqua le psychologue. Beaucoup de gens ne sont pas préparés à une telle responsabilité. Cela crée des problèmes familiaux, de la méfiance envers les proches, de la paranoïa. Valentine comprit qu'il s'agissait d'une nouvelle manœuvre. Olivier et sa belle-mère avaient engagé un spécialiste pour confirmer son instabilité et justifier la nécessité de confier la gestion de l'argent à la famille. « Merci de vous inquiéter, mais je me sens très bien, » répondit-elle froidement. « Vous voyez, » dit Monsieur Faure à Olivier. C'est une réaction de déni classique. La personne refuse d'admettre le problème, et ne peut donc pas le résoudre. « Que proposez-vous » demanda Olivier. « Une thérapie familiale. Quelques séances aideront à rétablir la confiance et à trouver un compromis sur la gestion de l'héritage. » Valentine assistait à cette mise en scène, admirant le soin apporté à la préparation. Ils avaient trouvé un psychologue prêt à jouer leur jeu et à valider leur version des faits. « Je n'ai pas besoin de thérapie, » déclara-t-elle fermement. « Vous voyez, » répéta le psychologue à son mari. Une réaction agressive, un refus de communiquer. Ce sont des symptômes inquiétants. Nina secoua la tête d'un air attristé. Je l'avais dit, que l'argent l'avait changée. Elle était si docile, avant. Valentine comprit qu'il était inutile de rester silencieuse plus longtemps. Il était temps de passer à la contre-attaque. Très bien, je suis prête à avoir une conversation franche. Monsieur Faure, dites-moi, qui exactement vous a payé pour cette consultation? Le psychologue parut embarrassé. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre état psychologique. Au contraire, c'est très important. Car celui qui paie commande la musique. Et je soupçonne qu'on ne vous a pas payé pour une expertise objective, mais pour une conclusion bien précise sur ma prétendue instabilité. Valentine, qu'est-ce que tu racontes? S'indigna Olivier. Nous nous inquiétons sincèrement.
Vous vous inquiétez? Alors répondez à une question simple, pourquoi votre sollicitude a-t-elle commencé le jour exact où j'ai reçu l'héritage? Où était cette inquiétude pendant nos 5 années de mariage? Olivier resta sans voix, et Nina fronça les sourcils. Madame Dubois, l'agressivité ne résoudra pas le problème, intervint le psychologue. Et quel est mon problème, exactement? Le fait que je ne sois pas pressée de donner mon argent à des gens qui ne jugent même pas utile de me demander mon avis. Vous entendez comment elle dit « mon argent » lança la belle-mère d'un ton réprobateur. Et l'intérêt de la famille, alors? Valentine regarda les 3 personnes assises en face d'elle et comprit qu'ils la considéraient vraiment comme une égoïste ingrate. Dans leur vision du monde, une épouse devait partager sans condition tout ce qu'elle possédait avec son mari et sa famille. Vous savez quoi? J'en ai assez de ce cirque. Monsieur Faure, merci pour votre visite, mais nous n'avons pas besoin de vos services. Le psychologue se leva, manifestement contrarié par l'échec de sa mission. J'ai fait ce que j'ai pu. Si vous changez d'avis, voici ma carte. Après son départ, un lourd silence s'installa. Olivier et Nina se regardèrent, cherchant visiblement leur prochaine tactique. Valentine, pourquoi es-tu si têtue, finit par dire son mari. Nous ne sommes pas tes ennemis. Alors comportez-vous comme une famille, pas comme des prédateurs. C'est ce que nous faisons. Nous voulons améliorer notre quotidien, acheter une maison où nous serons tous à l'aise. Tous à l'aise. Et qui a décidé que je serais à l'aise en cédant la moitié de mon héritage pour vos besoins? Nina pinça les lèvres. Et que proposes-tu? Garder tout l'argent pour toi? Dans ce cas, à quoi te servent un mari et une famille? La famille, je n'en ai pas besoin pour l'argent. Mais vous, en revanche, vous ne semblez avoir besoin de moi que comme source de financement. Ne dis pas de bêtises, répliqua Olivier. Soyons raisonnables. Il y a de l'argent, il y a des besoins. C'est logique. La logique, c'est que mon héritage doit être utilisé avec mon accord, et dans mon intérêt également. Très bien. Et quels sont tes intérêts? Demanda sa belle-mère avec une irritation à peine dissimulée. Valentine réfléchit. Que voulait-elle, au fond? En plus de ne pas me laisser duper, je veux acheter un petit appartement, juste pour moi. Investir une partie de l'argent dans ma formation, pour obtenir un second diplôme. Utiliser une autre partie pour voyager, et garder le reste pour mes vieux jours. Et nous, on n'est pas ta famille, s'offusqua Olivier. Si. Mais cela ne veut pas dire que je dois me dissoudre complètement dans vos besoins. Nina se leva. Tu sais, Valentine, j'ai vécu 42 ans avec mon mari, et j'ai toujours pensé que dans une famille, tout devait être commun. Mais toi, tu es d'une autre génération. Une génération d'égoïstes. Peut-être, mais au moins, nous sommes honnêtes. La belle-mère se retira dans sa chambre en claquant la porte. Olivier resta seul avec sa femme. Valentine, tu ne comprends donc pas? Maman a économisé toute sa vie, elle s'est privée pour la famille. Et maintenant que l'occasion se présente d'améliorer sa vie, tu refuses. Je ne refuse pas d'améliorer sa vie. Je refuse de lui donner la moitié de mon héritage sans discuter des conditions. Quelles conditions? Valentine sentit que le moment était venu de dévoiler une partie de son jeu. Par exemple, un accord officiel stipulant que l'appartement acheté sera à mon seul nom, et que l'argent dépensé pour des besoins communs ne te donnera aucun droit sur le reste de mon héritage. Olivier blêmit. Tu ne me fais pas confiance? Et toi, tu me fais confiance? Alors pourquoi as-tu consulté un avocat pour savoir comment réclamer la moitié de mon héritage en cas de divorce? Son mari se figea, réalisant que son secret était découvert. Je voulais juste connaître mes droits. Je vois. Tu préparais déjà le divorce au cas où je ne te donnerais pas l'argent? Non. Enfin. C'était une solution de dernier recours. Valentine voyait son mari s'empêtrer dans ses mensonges. La conversation était terminée. Tout était clair maintenant.
Olivier, soyons honnêtes. Tu ne m'as pas épousée par amour, mais parce que j'étais arrangeante. Discrète, docile, peu exigeante. Et ta mère voyait en moi une domestique gratuite et une infirmière pour ses vieux jours. Mais quand l'argent est arrivé, je suis soudainement devenue précieuse. N'est-ce pas? Tu te trompes complètement. Non, je comprends très bien. Et tu sais quoi? J'en ai assez d'être arrangeante. L'héritage de ma tante Clara m'a donné une chance de changer de vie, et je vais la saisir. Olivier tenta de la prendre dans ses bras, mais elle le repoussa. Réfléchis encore. On peut arranger les choses, trouver un compromis. Un compromis où je vous donne la majeure partie de mon argent, en échange du droit de vivre dans un appartement acheté avec mes propres fonds? Quelle offre généreuse! Mais nous sommes une famille. Une famille, c'est quand les intérêts de chacun sont pris en compte équitablement. Or, chez nous, mes intérêts ne semblent préoccuper personne. La discussion n'aboutit à rien. Olivier rejoignit sa mère, et Valentine s'enferma dans la chambre avec son ordinateur. Il était temps de préparer sérieusement sa vie en solo. Elle consulta des annonces pour de petits appartements, étudia les options d'investissement, et se renseigna sur les programmes de formation continue. L'argent de sa tante Clara lui ouvrait des portes dont elle n'avait jamais osé rêver. Tard dans la soirée, Olivier entra dans la chambre. « Tu ne dors pas? On pourrait peut-être reparler? » De quoi? De nous. De la famille. De la façon de tout arranger. Valentine ferma son ordinateur et le regarda attentivement. Il y avait de la confusion dans ses yeux, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Olivier, réponds-moi honnêtement, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, moi ou l'argent? » Son silence dura trop longtemps. C'était une réponse en soi. « Je vois, » dit Valentine. « Tu n'as pas besoin de répondre. » Valentine, pourquoi tout est si compliqué? Avant, on n'avait pas de problème. Avant, on n'avait pas d'argent. Maintenant, je vois qui vous êtes vraiment. Olivier sortit, et Valentine continua de planifier sa nouvelle vie. Elle savait qu'une confrontation encore plus rude l'attendait. Olivier et sa belle-mère avaient épuisé les méthodes douces et allaient bientôt passer aux ultimatums. Mais elle y était préparée. L'argent de sa tante Clara n'était pas seulement un héritage, c'était la clé de sa liberté. Valentine comprenait enfin ce que signifiait être indépendante et prendre ses propres décisions. Et elle n'allait pas renoncer à ce droit pour préserver l'illusion d'un bonheur familial. Demain commencerait la dernière phase de l'affrontement, et elle l'aborderait armée jusqu'aux dents. Le lundi matin, Valentine se réveilla avec le sentiment que quelque chose avait changé dans la maison. Olivier et Nina ne feignaient plus la sollicitude et la compréhension. Leurs visages étaient froids, et leurs yeux trahissaient une détermination à aller jusqu'au bout, à n'importe quel prix. Au petit déjeuner, sa belle-mère resta ostensiblement silencieuse, et Olivier se contenta de phrases sèches sur son programme de la journée. Valentine comprit que le temps du jeu était révolu. La guerre ouverte avait commencé. Au travail, elle fut accueillie par des regards de travers. L'information sur son « avarice » et son « arrogance » avait manifestement circulé. Sophie vint la voir à la pause déjeuner. « Valentine, il y a des rumeurs bizarres qui courent sur toi. On dit que depuis ton héritage, ton caractère a complètement changé. » Qui dit ça? Plein de gens. Hier, ta belle-mère s'est plainte à tout le monde dans un magasin de la façon dont tu la traites, elle est ton mari. Valentine ne fut pas surprise. Nina façonnait méthodiquement l'opinion publique, la dépeignant comme une égoïste ingrate. Bientôt, toute la ville connaîtrait la version, officielle, de leur conflit familial. Sophie, sois honnête, tu me crois, moi, ou tu crois les rumeurs? Toi, bien sûr. Mais tu sais comment sont les gens. Ils préfèrent toujours croire le pire, surtout quand il s'agit d'argent. Valentine hocha la tête. La psychologie humaine était prévisible. La jalousie face à la richesse des autres poussait les gens à condamner volontiers ceux qui refusaient de la partager. Le soir, un premier choc l'attendait à la maison.
Une véritable délégation était réunie dans le salon, Olivier, Nina, et 3 inconnus. L'ambiance ressemblait à celle d'un tribunal. Valentine, je te présente des amis, dit froidement son mari. Voici Monsieur Pierre, il travaille au parquet. Voici Madame Vera, une assistante sociale. Et Monsieur Nicolas, psychiatre à l'hôpital régional. Valentine comprit immédiatement le stratagème. Ils avaient fait venir des « experts » pour attester de son instabilité mentale et justifier une mise sous tutelle. Nous sommes préoccupés par votre état psychologique, commença le psychiatre. Vos proches nous ont fait part de changements de comportement soudains, d'agressivité, de paranoïa. De paranoïa, s'étonna Valentine. Et en quoi se manifeste-t-elle ? Vous soupçonnez vos proches d'avoir des intentions vénales, vous refusez le contact familial, vous adoptez un comportement asocial. Madame Vera sortit un carnet. Nous avons des témoignages de voisins sur vos agissements étranges. On dit que vous ne saluez plus personne, que vous évitez les gens, que vous êtes arrogante. Monsieur Pierre restait silencieux, mais sa présence était censée donner un caractère officiel à la réunion. Et que disent ses voisins sur le comportement de mes proches ? Demanda Valentine. Nous ne sommes pas ici pour parler des autres, coupa le psychiatre. C'est votre état qui nous préoccupe. Valentine réalisa qu'il s'agissait d'une nouvelle tentative pour la faire déclarer folle. Si leur plan fonctionnait, la gestion de son héritage reviendrait à des tuteurs, qui seraient, bien entendu, son mari et sa belle-mère. Vous savez, messieurs dames, votre sollicitude est touchante, mais je comprends parfaitement ce qui se passe. C'est une tentative de me priver du droit de disposer de mon propre argent. Vous voyez, dit le psychiatre à ses collègues. Une réaction de défense classique. Le patient croit toujours qu'on complote contre lui. Un complot ? Comment appeler autrement une situation où mon mari consulte un avocat sur le partage de mon héritage, où ma belle-mère monte les voisins et mes parents contre moi, et où vous essayez maintenant de me faire interner ? Un silence s'installa. Valentine avait dit les choses clairement, et il était difficile de nier les faits. Madame Dubois, nous vous proposons un examen volontaire, dit doucement Madame Vera. Si tout va bien, cela ne fera que confirmer que vous avez raison. Et si je refuse ? Alors nous serons contraints de saisir le tribunal pour demander une expertise psychiatrique forcée, répondit froidement Monsieur Pierre. Valentine comprit qu'elle était acculée. Si elle acceptait, les médecins trouveraient le diagnostic adéquat. Si elle refusait, elle leur donnerait un motif pour une expertise forcée. Très bien. Mais l'examen devra être mené par un expert indépendant, que je choisirai moi-même. C'est impossible, objecta le psychiatre. L'expertise se déroule dans un établissement officiel, avec nos spécialistes. Dans ce cas, je refuse. Les invités se regardèrent et commencèrent à se préparer à partir. Leur mission avait échoué. Valentine ne s'était pas laissée intimider. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, dit Monsieur Pierre. La prochaine étape passera par les voies officielles. Après leur départ, Olivier et sa belle-mère la regardèrent avec une haine à peine contenue. Tu te rends compte de ce que tu as fait, siffla son mari entre ses dents. Maintenant, tu vas être officiellement déclarée folle. Essayez pour voir. J'ai aussi des connaissances dans le système judiciaire. C'était du bluff, mais cela sonna de manière convaincante. Nina fronça les sourcils, ne s'attendant manifestement pas à une telle résistance. Le lendemain, Valentine prit un jour de congé et se rendit chez un psychiatre privé pour une expertise indépendante. Le médecin l'écouta attentivement et lui fit passer plusieurs tests. Votre état mental est parfaitement normal, conclut-il. Je ne détecte aucune anomalie. Je peux vous fournir un certificat officiel. Valentine obtint le document et se sentit soulagée. Elle avait maintenant une preuve pour contrer leur tentative de la faire déclarer incapable. Le soir, à la maison, la tension était à son comble. Olivier était silencieux, et Nina affichait une hostilité ouverte. Alors, tu es contente, lança-t-elle venimeusement. Tu as monté tout le monde contre toi.
Je n'ai rien fait. C'est vous qui avez décidé de me faire passer pour folle pour l'argent. Pour l'argent? Nous pensions à la famille. Quelle famille, quand vous voulez me priver de mes droits? La conversation dégénéra rapidement en conflit ouvert. Nina ne se retenait plus et disait tout ce qu'elle pensait de sa belle-fille. J'ai dit à mon fils dès le début que tu n'étais pas la femme qu'il lui fallait, terne, ennuyeuse, sans ambition. Mais Olivier a pensé qu'avec toi, il aurait la paix. Maman, arrête, tenta de l'interrompre Olivier. Arrêtez quoi? De dire la vérité? Pendant 5 ans, j'ai supporté cette personne chez moi, j'ai cuisiné, lavé, nettoyé derrière elle. Et maintenant que l'argent est là, elle montre son vrai visage. Valentine écoutait ce flot d'accusations et comprenait que les masques étaient définitivement tombés. Elle voyait enfin la véritable nature de sa belle-mère, dissimulée pendant 5 ans derrière une politesse de façade. Le deuxième tournant se produisit le lendemain. En rentrant du travail, Valentine découvrit que les serrures de l'appartement avaient été changées. Ses clés n'entraient plus. Une note avec le numéro d'un serrurier était collée sur la porte. Elle appela Olivier. Qu'est-ce que ça veut dire, ces nouvelles serrures? Ah oui, j'ai oublié de te prévenir. Le serrurier est passé, l'ancienne serrure était bloquée. Et où sont les nouvelles clés? Je les ai. Attends en bas, je descends. Olivier apparut 10 minutes plus tard, l'air triomphant. Tiens, voilà ta clé. Valentine la prit, mais comprit qu'il s'agissait d'une démonstration de force. On lui faisait comprendre qui était le maître des lieux. Olivier, je paie le loyer de cet appartement autant que toi. Bien sûr, mais le bail est à mon nom. Un autre coup bas. Légalement, il avait raison. Le contrat de location était à son nom. Il pouvait donc dicter ses conditions. Dans l'appartement, sa belle-mère l'accueillit avec un sourire victorieux. On a fait un peu de rangement pendant ton absence. Dans tes affaires. Valentine se précipita dans la chambre. Ses documents personnels, ses cartes bancaires, son ordinateur, tout avait été fouillé. Ses vêtements étaient rangés différemment dans l'armoire. Les tiroirs de la commode avaient été vidés et réarrangés. Vous avez fouillé dans mes affaires? On cherchait le certificat sur ton état mental, répondit Nina, imperturbable. On voulait savoir s'il fallait appeler un médecin. C'est une violation de ma vie privée. Quelle vie privée? Nous sommes une famille, tout est commun chez nous. Valentine comprit qu'ils étaient passés à la pression directe. Fouiller ses affaires, changer les serrures, c'était du harcèlement psychologique. Elle vérifia ses documents, rien ne manquait, mais le sentiment d'intimité violée était terrible. Elle savait désormais qu'elle n'était plus en sécurité dans cette maison. Le soir, Olivier vint la voir, l'air grave. Valentine, parlons en adulte. La situation est dans une impasse. Tu trouves? Je te propose un compromis. On achète un appartement, moitié à ton nom, moitié au mien. Le reste de l'argent, on le divise aussi en 2. C'est juste et équitable. Juste pour qui? C'est moi qui ai hérité, pas nous. Mais nous sommes mari et femme. Tout devrait être commun. Alors pourquoi, pendant 5 ans, n'as-tu jamais proposé de mettre tes revenus en commun? Pourquoi ton salaire a-t-il toujours été le tien? Olivier parut embarrassé. En effet, il n'avait jamais suggéré de fusionner leurs finances. Ce n'est pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. Tu veux des droits sur mon argent, mais tu n'es pas prêt à m'en donner sur le tien. Mais mes revenus sont bien inférieurs à ton héritage. Et alors? Le principe reste le même, soit tout est commun, soit chacun gère ses propres fonds. Comprenant qu'il ne pouvait pas la convaincre par la logique, Olivier passa à la pression émotionnelle. Valentine, tu ne m'aimes plus? Si, je t'aime. Mais pas assez pour me laisser manipuler. Personne ne te manipule. On veut juste vivre mieux. À mes dépens.
La discussion ne mena à rien. Olivier partit, furieux et déçu, et Valentine sut que l'ultimatum final ne tarderait pas. Il arriva 3 jours plus tard. En rentrant du travail, elle trouva une assemblée solennelle dans le salon. Olivier, Nina, et plusieurs autres personnes étaient assis à table, les parents d'Olivier, sa sœur et son mari, un cousin. Un vrai conseil de famille. « Assieds-toi, Valentine, » dit froidement son beau-père, Antoine. « Nous devons parler sérieusement. » Valentine s'assit sur le bord du canapé, sentant que la bataille décisive était imminente. « Nous sommes réunis pour résoudre un problème familial, » commença sa belle-sœur, Lucie. « Tu places tes intérêts égoïstes avant ceux de la famille. » « Et en quoi consiste mon égoïsme, exactement ? » « Tu refuses d'aider la famille de ton mari, alors que tu as reçu une somme énorme, » répondit le mari de Lucie. « Et la famille de mon mari m'a-t-elle déjà aidé, moi ? Nous t'avons donné un toit, de la nourriture, de l'affection, » intervint Nina. « Pour lesquels j'ai payé ma part, tout comme j'ai fait ma part de cuisine et de ménage. » Antoine leva la main pour réclamer le silence. Assez de querelles. La situation est simple. De l'argent est entré dans la famille, donc la famille doit en profiter. Nous ne te demandons pas de tout donner, mais de le répartir raisonnablement. Et qu'entendez-vous par répartition raisonnable ? Un appartement pour le jeune couple, une aide pour les aînés, l'éducation des petits-enfants, énuméra le beau-père. Et combien cela coûterait-il ? Environ 20 à 25 millions. Tu peux garder le reste. Valentine eut un petit rire. Quelle générosité! Il lui permettait de garder la moitié de son propre héritage. Et si je ne suis pas d'accord ? Les proches se regardèrent. Le moment de l'ultimatum était arrivé. Olivier se leva, se redressant de toute sa hauteur, prêt à prononcer les mots décisifs. Ses yeux brillaient de colère, de mépris et de certitude. Nina, à côté de lui, affichait un air triomphant, savourant déjà sa victoire. « Alors écoute-moi bien, tu vas léguer tes 50 millions d'euros d'héritage à ma mère, sinon, c'est le divorce. Une femme aussi peu attrayante que toi, personne d'autre que moi ne voudra jamais d'elle, » déclara-t-il avec emphase, s'imaginant déjà, avec sa mère, lui prendre tout ce qu'elle possédait. Mais Valentine les surprit tous les deux. Elle se leva calmement du canapé et regarda l'assemblée de parents qui attendaient sa capitulation. « Vous savez quoi ? Merci pour votre franchise. J'entends enfin la vérité sur ce que vous pensez de moi. » « Alors, tu es d'accord ? » demanda Nina avec impatience. « Je suis d'accord pour le divorce. » Un silence de mort s'installa. Personne ne s'attendait à une telle réponse. « Quoi ? » répéta Olivier. « J'ai dit que j'étais d'accord pour le divorce. Plus encore, je l'attends avec impatience. » « Valentine, qu'est-ce que tu dis ? » balbutia son beau-père. « Je dis ce que je pense. Vous m'avez montré votre vrai visage. Il s'avère que j'ai vécu 5 ans avec des gens qui me méprisent et me considèrent comme un laidron. Pourquoi voudrais-je d'une telle famille ? » Olivier la regardait, désemparé. Son plan reposait sur la peur du divorce, qui devait la pousser à accepter leurs conditions. Mais elle n'avait pas peur. « Tu ne pourras pas vivre seule, » tenta sa belle-mère. « Qui voudra de toi, à ton âge ? Moi-même, avant tout. Pour le reste, l'avenir nous le dira. » « Valentine, ne t'emporte pas, » dit sa belle-sœur sur un ton conciliant. « On ne voulait pas te blesser. »« Ah non ? Et comment appelez-vous le fait que mon mari me traite de laidron devant toute sa famille ? Olivier est juste nerveux. Olivier a juste montré ce qu'il pense vraiment de moi. Et je l'en remercie. » Valentine se dirigea vers la sortie de la pièce, mais son beau-père tenta de la retenir. « Attends, discutons calmement. »« Il n'y a rien à discuter. Demain, j'entame la procédure de divorce. »« Et l'argent ?» cria Olivier. « Mon argent restera mon argent. Selon la loi, un héritage n'est pas partageable. J'irai en justice. » « Vas-y, j'ai de bons avocats. »
Valentine quitta la pièce, laissant ses proches sous le choc. Ils avaient misé sur la soumission et la peur, et avaient reçu une fin de non-recevoir catégorique. Dans sa chambre, elle prit son téléphone et appela une agence immobilière. Allô, ici Valentine Dubois. Vous vous souvenez, vous m'aviez montré des appartements? Je suis prête à acheter le 2 pièces 9, rue de la Paix. Quand pouvons-nous signer? Le troisième acte se joua le lendemain matin. Valentine se réveilla tôt, rassembla quelques affaires dans un sac et se prépara à partir. Olivier et sa belle-mère dormaient. Le silence régnait. Elle laissa un mot sur la table: j'entame la procédure de divorce aujourd'hui. Je viendrai chercher le reste de mes affaires plus tard. Valentine. Puis, elle quitta sans un bruit l'appartement qui avait été son foyer pendant 5 ans. Sur le chemin de la mairie, elle ressentit une étrange légèreté. Pour la première fois depuis longtemps, elle prenait une décision seule, sans se soucier de l'avis des autres. À la mairie, on lui expliqua la procédure et on lui donna la liste des documents nécessaires. Sans enfant ni bien commun, le processus devait être rapide. 1 mois de réflexion, puis le divorce peut être prononcé, expliqua l'employé. La réflexion ne sera pas nécessaire, répondit fermement Valentine. Dans la journée, elle rencontra l'agent immobilier et finalisa l'achat de son 2 pièces. Petit, mais lumineux, bien rénové et proche de son travail. Elle allait enfin avoir son propre chez-soi, où personne ne pourrait lui dicter sa conduite. Le soir, Olivier l'appela sans relâche, mais elle ne répondit pas. Il la supplia d'abord de revenir pour discuter, puis la menaça, puis s'excusa à nouveau. Finalement, elle éteignit son téléphone. Elle emménagea 1 semaine plus tard. Olivier tenta de l'en empêcher, exigea des explications, mais Valentine resta inflexible. Tout a déjà été dit. Le divorce sera prononcé dans 3 semaines. Valentine, on ne peut pas détruire une famille pour un mot stupide. Un seul mot? Tu as oublié les consultations avec l'avocat, les tentatives de me faire interner, la fouille de mes affaires. Olivier comprit qu'il était inutile de nier. Tous ses agissements avaient été découverts. Je vais changer. Je te laisserai une liberté totale pour gérer ton argent. C'est trop tard. Tu as montré qui tu étais vraiment. Et ta mère aussi. Mais tu m'aimais. J'aimais celui que je croyais que tu étais. Mais celui qui traite sa femme de laidron, je ne peux pas l'aimer. Le divorce se déroula sans accroc. Olivier tenta de réclamer une partie de l'héritage devant le tribunal, mais sa demande fut rejetée. La loi était de son côté. Nina, jusqu'au bout, espéra que son ex-belle-fille changerait d'avis et reviendrait. Elle vint même la voir dans son nouvel appartement, tenant des discours de repentance. « Ma petite Valentine, qu'est-ce que tu fais? On était une famille. » On l'était. Jusqu'à ce que l'argent arrive. Olivier est très malheureux, il a maigri, il ne dort plus. Qu'il aille voir un psychologue. Il se soucie tellement de la santé mentale, après tout. La belle-mère repartit bredouille, comprenant que la Valentine docile qu'elle avait connue n'existait plus. 6 mois plus tard, Valentine avait radicalement changé de vie. Elle suivit une formation professionnelle, se mit à l'anglais, et s'inscrivit à une salle de sport. Avec une partie de l'héritage, elle lança sa propre petite entreprise de services comptables pour PME. Le travail au bureau n'était plus nécessaire, elle passa aux consultations à distance. Elle avait plus de temps libre, moins de stress, et ses revenus avaient augmenté. Mais la solitude se faisait parfois sentir. Le soir, dans son appartement vide, elle se demandait parfois si elle ne s'était pas précipitée. Peut-être aurait-elle dû essayer de sauver son mariage? Ses doutes se dissipèrent lorsqu'elle apprit, par des connaissances communes, ce qu'était devenu son ex-mari. Olivier avait rapidement trouvé une nouvelle compagne, une jeune vendeuse dans une parfumerie. 3 mois après le divorce, il vivait déjà avec elle, et 2 mois plus tard, il se mariait. Tu vois comme il t'a vite oublié, lui rapporta une connaissance commune avec une joie mauvaise. Valentine ne ressentit ni amertume, ni jalousie. Au contraire, elle se sentit soulagée.
Cela signifiait qu'Olivier n'avait jamais eu de sentiments profonds pour elle. Il cherchait simplement une femme arrangeante, et quand elle avait cessé de l'être, il l'avait facilement remplacée. Sa nouvelle épouse était tout le contraire de Valentine, extravertie, sociable, et pas particulièrement brillante. Le choix idéal pour un homme qui voulait dominer dans son couple. Quant à Nina, elle n'apprécia pas sa nouvelle belle-fille au début, mais finit par s'y faire. L'essentiel était que la jeune femme soit docile et ne prétende pas prendre les rênes de la famille. Valentine observait cette histoire de loin et comprenait que son divorce avait été la bonne décision. Elle s'était libérée d'une relation toxique et avait eu la chance de construire sa vie comme elle l'entendait. L'argent de sa tante Clara avait vraiment changé son destin, mais pas de la manière que les autres attendaient. Il n'avait pas corrompu son caractère ni fait d'elle une égoïste. Il lui avait simplement donné la liberté d'être elle-même, sans avoir à se plier aux attentes des autres. Un an après son divorce, Valentine rencontra un homme qui lui plut sincèrement. Igor était professeur d'université, intelligent, plein de tact, et totalement désintéressé par sa situation financière. Quand elle lui raconta son histoire d'héritage et de divorce, il se contenta de hausser les épaules. L'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est la façon dont on l'utilise. Leur relation se développa lentement, naturellement. Igor ne tenta pas de s'installer chez elle, ne proposa pas de mettre leur budget en commun, et ne fit aucun plan impliquant ses fonds. Il était simplement là quand elle en avait envie, et la laissait tranquille quand elle préférait la solitude. Mais même cette relation ne fut pas idyllique. Valentine réalisa qu'elle s'était habituée à son indépendance et n'était plus prête à se dissoudre complètement dans la vie d'un autre. C'était peut-être le prix de la liberté, cette incapacité à retrouver l'intimité émotionnelle d'autrefois. Parfois, elle se demandait ce que serait devenue sa vie sans l'héritage de sa tante Clara. Probablement, elle vivrait encore avec Olivier et Nina, supportant leur manque de respect et considérant cela comme normal. Peut-être même serait-elle heureuse, dans son ignorance. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle connaissait sa propre valeur et n'était plus disposée à accepter moins. L'héritage lui avait apporté non seulement l'indépendance matérielle, mais aussi une force intérieure. Et cette force était plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent. La fin de l'histoire n'était pas aussi féerique que dans un conte, mais elle était plus honnête. Valentine avait gagné sa liberté, mais l'avait payée par la solitude et une certaine méfiance envers les autres. Elle était devenue plus riche, mais aussi plus cynique. Sa vie s'était améliorée, mais elle était devenue moins émotionnelle. Tel est le prix de l'indépendance. On gagne le droit de choisir son propre chemin, mais on doit le parcourir, le plus souvent, seul. Et Valentine accepta ce prix, comme le juste paiement pour le droit d'être enfin elle-même.